Et c'est le moment de la grande interview de Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Alors merci d'abord d'être avec nous et d'avoir accepté de rester tout au long de cette émission. Vous serez là jusqu'à la fin. Votre histoire, elle a démarré, je le disais en introduction, avec ce monde du numérique qui est apparu en France, avec l'accès à Internet qui est passé du RTC au haut débit. On a vu les usages numériques se développer. Les opérateurs qu'on appelait les fournisseurs d'accès se sont mis à délivrer du triple play, du téléphone, de la télévision sur Internet. Bref, on peut dire que vous êtes une pionnière de l'Internet français. Vous avez ouvert et dirigé l'ICOS France aussi à l'époque où il y avait ces gros portails qui donnaient accès au web. Vous avez été présidente de Club Internet, qui était très innovant d'ailleurs parmi les fournisseurs d'accès français et très puissant. Il s'est fait racheter par Deutsche Telekom et puis il a fini chez Neuf CGTL pour devenir SFR. Moi, je vous ai connu aussi sur le groupe Test, où vous étiez la patronne des médias importants qui comptaient sur les nouvelles technologies. Et puis à un moment, alors je ne sais pas, est-ce que vous vous dites j'ai vécu une période extraordinaire, foisonnante, et finalement il faut que je trouve encore le moyen de trouver des choses qui me fassent vibrer. Vous vous dites, eh ben, je vais regarder de l'autre côté, je vais me lancer dans le venture capitaliste. Oui, écoutez, après cette ces formidables expériences dans l'Internet, que ce soit de la création, le début du web, la bulle, l'explosion de la bulle, et puis après vraiment le web qui s'est installé, comme vous l'avez dit, avec la DSL au débit. C'est vraiment ce qui a fait le changement des usages, où alors on n'avait plus les usages limités à l'heure. Et donc cette formidable explosion du haut débit, de la télévision triple play, du téléphone par Internet. Oui, j'ai eu envie de revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire le démarrage, c'est-à-dire l'ICOS, où j'avais pris la société de zéro et je l'avais montée jusqu'à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai eu envie de revivre cette expérience de la création, que je trouve qui est une expérience formidable dans le domaine de l'Internet. Et donc, je me suis tournée du côté du capital risque, où je pouvais à la fois aider des jeunes sociétés à se développer et aussi transmettre tout ce que j'avais connu, les erreurs que j'avais faites, pour ne pas les refaire, ce que j'avais bien réussi, et essayer de donner aussi à des gens plus jeunes mon expérience pour développer leur société. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier qui est vraiment un métier magique, ce métier du capital risque et de l'investissement. Surtout en France à l'époque, c'était quand même en 2009. Donc en 2009, il y avait encore peu de fonds, ce qu'on appelle les fonds early stage, qui investissent au démarrage des sociétés. Maintenant, il y en a beaucoup plus. On a vraiment rattrapé ce retard en France, notamment grâce à l'activité de la BPI qui a fait un travail exceptionnel sur le financement de l'amorçage en France. Et au départ, c'est un fonds d'entrepreneurs. C'est un des premiers fonds français d'entrepreneurs. C'est un des premiers fonds d'entrepreneurs qui avait été créé par Marc Simoncini, que vous connaissez tous, et qui avait l'idée de se dire je veux aussi rendre à la société ce que la société m'a donné et favoriser des jeunes entrepreneurs. Et donc, on a créé Jaina Capital, qui était un des premiers fonds à côté d'Isaïe. Et donc là, on a financé beaucoup de jeunes sociétés dans tous les domaines d'activité. On a financé Made.com, le meuble design par Internet. On a financé La Ruche qui dit oui, la consommation collaborative. On a financé WeCar, la location de voitures par Internet. Donc plein de nouveaux secteurs finalement qui étaient totalement disruptés par l'essor de la technologie. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'ai trouvé ce sujet vraiment très intéressant. Et puis finalement, le soir, je rentrais chez moi et j'écrivais encore à la main sur le cahier de mes enfants que Julien n'allait pas aller à l'école demain parce qu'il était malade. Et la professeure faisait des photocopies et collait sur 30 cahiers le même message, etc. Et je me suis dit que ce n'était pas possible finalement que toute la journée, je voyais des gens qui disruptaient des secteurs entiers et que le secteur de l'éducation et de l'école n'avait pas encore vécu sa révolution digitale. Et donc, je me suis vraiment intéressée à ce nouveau secteur, puisque à l'époque, dans les années autour de 2014-15, c'était vraiment au tout début, à ce nouveau secteur qui s'appelle la tech, c'est l'education technology, c'est-à-dire tous les services qui peuvent être développés grâce à l'utilisation de la technologie et au service du monde de l'éducation. Mais il y avait déjà des startups qui étaient positionnées sur ce secteur. Il commençait à y en avoir. On avait déjà, d'ailleurs, on en avait
avait financé 2 chez Jaina, une aux États-Unis qui étaient des livres épiques, qui étaient des livres interactifs, et une autre qui était du jeu pour du brain training, du jeu pour apprendre. Et donc j'avais commencé à regarder un peu ce secteur et j'avais vu qu'aux États-Unis, il commençait à y avoir des fonds, et c'est souvent les États-Unis qui nous ont qui ont été en avance dans toute l'histoire d'Internet, qui avaient des fonds spécialisés dans ce secteur, et c'était eux qui avaient permis aux grands du secteur de la tech d'éclore, les Coursera, les Udemy, voilà, toutes ces grandes plateformes de learning qui démocratisent totalement l'éducation. Et voilà, et l'aventure entrepreneuriale m'a repris dans les tripes, et je me suis dit pourquoi est-ce que je lancerais pas voilà ça en France et même en Europe, puisque donc EduCapital est né en 2017 et on est le premier fonds européen dédié au secteur de l'EdTech, l'Education Technology. Avant d'arriver à l'EdTech, vous siégez aussi au board de DigiSchool, Live Mentor, Magic Makers, Manzalab et Student Pop. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est quel partage d'expérience peut intéresser les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter quand on arrive avec 10, 15, 20 ans d'expérience ? Alors déjà de les aider à structurer leur société. Je pense que le plus important quand on commence à grossir, c'est vraiment d'avoir une équipe et une société structurée, aider à recruter les bonnes personnes, parce qu'on peut souvent se tromper dans du recrutement, aider à avoir une belle organisation. Je pense que on ne réussit pas sans une belle organisation derrière soi. Le one man show, il existe souvent dans vos plateaux, mais en général, il y a toujours une organisation derrière. Donc déjà bien aider à structurer la société, avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Ensuite aussi avoir structurer de manière financière, avoir ce qu'on appelle des KPI, à savoir des indicateurs qui vous permettent de suivre votre société, de suivre l'évolution de votre société et pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ensuite, les aider à prendre les bonnes décisions, à y aller des fois, à choisir, à faire des choix. Je pense qu'une jeune société, elle doit souvent avoir une proposition de valeur assez unique, simple à comprendre pour l'utilisateur. Moi, j'ai été élevé pendant 12 ans, j'ai assisté à la formidable explosion de réussite d'Iliade, parce que j'étais au bord d'Iliade et j'ai vu quand même le conseil d'administration. Et j'ai vu quand même la force de la proposition unique et forte qui s'installe dans la tête des consommateurs, et donc avoir une force de proposition unique et ensuite exécuter, dérouler sa stratégie et grossir. Et donc on les aide dans des moments difficiles, parce que les jeunes sociétés ont toujours des moments difficiles, des moments de cash, de tension de cash. Il y a quand même certaines sociétés qui ont souffert pendant la crise du Covid, des moments de tension de cash. On les aide aussi à prendre les bonnes décisions, à des fois racheter d'autres sociétés, grossir et on espère devenir des champions français, des champions européens. Alors vous avez cité Iliade, donc Iliade, Free, Xavier Niel, et on retrouve Niel à titre personnel dans le fonds EduCapital. Oui. Alors vous avez aussi 2 associés. Lydie Marek, un associé. Oui, une associée, Lydie Marek. Pardon. Une associée. On est d'ailleurs le seul, un des rares fonds, mais je crois qu'on était au départ le seul. Tenu par 2 femmes. Tenu par 2 femmes, et d'ailleurs c'est peut-être pour cela que l'on a 30% de nos sociétés qui sont dirigées ou autodirigées par des femmes. Ah, d'accord, très bien. On retrouve aussi la BPI. Dans le fonds donc la BPI nous a fait confiance très tôt, et en croyant à ce secteur de l'EdTech. On a aussi des investisseurs prestigieux qui nous ont fait confiance, les groupes Hachette, Econocom, qui est un groupe qui beaucoup d'écoles et qui avait avec un fondateur visionnaire sur ce sujet d'éducation technology, le groupe Bayard. Et ensuite, beaucoup de privés, la famille du groupe ID Kids, c'est aussi Bulle Éveil et Jeux, les frères Karl de Babylou, et plein d'entrepreneurs du web. Alors, des très connus comme Xavier Niel, Gilles Chetla de Klein, des moins connus, Chantal Baudron, Alain Thibault, je vais en oublier, mais on a et surtout la famille Leclerc, la famille Decathlon, qui nous a fait fortement confiance sur ce fonds. Et d'ailleurs, les privés ont été la plus grosse partie des montants levés par EduCapital. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de crainte ou de réticence de la part des investisseurs pour aller sur ce secteur de l'éducation ? Alors, il y a 4 ans, on était pionniers, on était vraiment très pionniers, donc les gens qui nous ont fait confiance ont cru en nous et à ce potentiel du marché de la tech. Aujourd'hui, c'est clair que le monde a totalement changé. Cette
crise du Covid a eu un impact extraordinaire sur ce secteur de l'EdTech. On assiste vraiment à une envolée du secteur. Il y aura un avant et après Covid. Le monde entier a basculé dans l'EdTech. Il y a eu 190 pays qui ont fermé leurs écoles. Il y a eu 1,7 milliard d'élèves, de parents, de professeurs qui ont expérimenter des solutions EdTech. Les barrières psychologiques sont tombées et aujourd'hui, le marché de l'EdTech est estimé en 2025 à un marché de 500 milliards. Le marché aura pris plus de 125 milliards en l'espace de quelques mois. Donc c'est assez une explosion incroyable. Il y a eu 16 milliards d'investissements dans l'EdTech en 2020. Donc je pense que c'est l'un des secteurs qui sort le plus gagnant de cette crise parce qu'on s'est rendu compte on avait pas assez investi dans ce secteur. Il y avait les écoles, les systèmes éducatifs étaient sous-équipés et surtout les parents, les professeurs ont expérimenté et se sont rendus compte de tout ce que le numérique pouvait apporter à l'apprentissage. Et donc, il y a aussi eu des expériences malheureuses, parce que tout n'a pas été rose au moment du premier confinement. On a vu que c'était même plutôt catastrophique. C'est un marché qui reste difficile à faire bouger, non ? Enfin, je parle peut-être particulier de la France, où l'éducation nationale pèse de tout son poids sur le marché de l'éducation. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des freins encore du côté de l'investissement ? Alors, c'est clair que pendant le premier jour de confinement, il y a eu beaucoup de startups qui ont vu leur trafic exploser. Les systèmes éducatifs n'étaient pas prêts parce que on a vécu le fait que pendant 20 ans, finalement, on n'avait pas... Ça fait 20 ans que l'Internet existe, on n'avait pas assez investi dans ce secteur et donc ça a été un petit peu effectivement du cafouillement. Après, il y a un système D incroyable qui s'est installé. Les profs ont fait leurs propres vidéos, se sont emparés d'autres outils, mais souvent elles se sont emparées des GAFAM, qui n'étaient des outils des GAFAM, d'où l'importance extrême de créer une filière française et une filière souveraine, parce qu'autrement, ce sont les GAFAM qui pénétreront la salle de classe. Et c'est vrai que des outils que l'on utilise, qui ont été utilisés, n'étaient pas faits au départ pour la tech. Microsoft, Teams et Zoom, c'est pas des outils de tech. C'est de la visio. Donc voilà, donc effectivement, on a un petit peu... Il y a même des plateformes de jeux vidéo qui ont servi aux profs et aux élèves pour communiquer. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens se sont rendus compte que finalement, c'était indispensable d'avoir ces outils, qu'on avait sous-investi dans ces outils, que finalement le faux débat du numérique à l'école, c'était un débat complètement obsolète et qu'il fallait investir. Donc là, il y a eu un changement de paradigme, un changement dans la tête de tous les utilisateurs et aussi et du coup Mais est-ce que ça se traduit par un changement du côté des commandes publiques ? Alors écoutez, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience forte des pouvoirs publics sur l'importance de créer un numérique éducatif, sachant que la technologie dans ce qu'on appelle le K-12, c'est-à-dire l'école, c'est vraiment au service du professeur. C'est pas du tout ce que l'on vit actuellement, qui est finalement une situation de crise totale. Mais pour les étudiants, surtout qui sont en visio chez eux. Mais c'est vraiment des outils au service du professeur. Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Après, c'est des systèmes lents à faire bouger. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et de toute manière, une start-up EdTech... Parce qu'on n'a pas entendu d'annonce de nouveaux plans gouvernementaux avec des équipements nouveaux qui arriveraient. On n'a pas entendu d'annonce. Je suis passée à côté. Voilà, on espère qu'elles viendront. J'espère de tout mon cœur qu'elles viendront. Il faut dire aussi que le système éducatif a eu aussi des urgences à gérer. Il y a eu l'histoire de l'affaire Samuel Paty, etc. Oui. Des urgences très graves à gérer. Et de toute manière, vous le savez très bien, des beaux outils technologiques, ça ne se crée pas en quelques mois. Et voilà, une belle start-up EdTech, c'est souvent 1 an de recherche avant. Voilà. Et donc voilà, espérons que ça va venir. En tout cas, il y a eu un changement de mentalité et les parents, les élèves se sont emparés eux-mêmes des outils. Donc il y a aussi tout ce secteur de ce qu'on appelle le B2C, le direct to consumer, où les individus, les parents s'emparent des outils de formation en ligne, des outils pour réviser, etc. eux-mêmes. Sans attendre le système. Et ces startups que vous accompagnez, il y en a combien aujourd'hui ? Il y a une quinzaine ? Il y en a 16 aujourd'hui. Il y en a 16 aujourd'hui. Elles travaillent principalement sur le marché français ou européen ou plus largement mondial ? Alors nous, on est un fonds européen, donc on investit en Europe, on investit la majorité de nos investissements quand même en France, plus de 60% en France, mais le reste peut être investi en Europe. Donc on accompagne des startups françaises pour les aider à grossir, déjà à être champions sur le marché français et ensuite aller à l'étranger. Alors dans les startups qu'on accompagne, on va de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. On accompagne l'Uni, par exemple, qui est la boîte à histoire
laboratoire qui développe la créativité des enfants. Donc là, il y a eu une très très belle croissance en France et qui commence à s'ouvrir à l'international, qui va aux US et qui est d'ailleurs là, le produit catégorie préférée sur Amazon, dans sa catégorie de jeux intelligents. Après, on accompagne des startups dans le domaine de l'école, dont on a accompagné Lalilo, qui est une startup qui permet de faire de l'apprentissage de la lecture par l'adaptive learning. Donc là, elle est allée tout de suite aux US, France et US, parce que voilà, les US sont très très en avance sur les tech, et donc elle a réussi à avoir des marchés et à vendre aux US. Après, dans le domaine de la formation professionnelle, on accompagne par exemple une société comme 360 Learning, qui a un outil pour les entreprises qui, elle aussi, va aux US, donc voilà, et qui a aussi été dans d'autres pays européens. Et donc là, c'est des startups françaises. Nous, on veut en faire des champions français d'abord et des champions européens, voire mondiaux. Et ensuite, on accompagne aussi des startups en dehors de France, parce qu'il y a des très belles innovations en dehors de France. Par exemple, dans les pays nordiques, on a accompagné une startup qui s'appelle Labster, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Donc ça permet à des professeurs de sciences de permettre à leurs élèves de faire des expériences, de décortiquer des grenouilles, voilà, en réalité virtuelle ou en 3D. Donc ça évite d'avoir des laboratoires. Ça sauve quelques grenouilles. Voilà. Ça évite c'est très compliqué pour les élèves d'expérimenter. Et dans ce genre de matière, on apprend en expérimentant. Et donc Labster équipe par exemple tous les collégiens et lycéens danois, parce que voilà, le Danemark est très en avance en termes d'EdTech, et elle est aussi présente aux États-Unis, où elle équipe plus de 1200 universités américaines. Donc voilà, donc c'est à la fois, et il y a des beaux viviers, mais dans toute l'Europe, mais honnêtement en France, on a de très belles équipes. On a de très belles technologies. Voilà, donc maintenant il faut que le marché s'ouvre. Alors, vous venez de sortir une étude sur le boom justement de ce marché de l'EdTech. Il commence par un paysage qui a été profondément bouleversé par la crise Covid-19, évidemment. Donc, on a eu quelques idées de ce marché aujourd'hui, ce qu'il peut représenter. Il y a 2 nouvelles licornes, j'ai noté, qui sont nées en 2020 quand même. Oui, il y a aujourd'hui 20 licornes EdTech. Il y en avait 2 il y a 5 ans. C'est un marché très neuf, l'EdTech. C'est un marché qui a réellement démarré en 2015 dans le monde. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un marché dont 16 milliards investis en 2020, et un énorme investissement, 2 fois plus qu'en 2019, alors quand même que la moitié du monde était confiné chez elle, et 20 licornes, et on estime qu'il y en aura 120 d'ici 2025. Et quelles sont les tendances ? Quelles sont les thématiques fortes ? Alors, dans le marché de l'EdTech, on a une grosse prépondérance de la Chine, qui représente 60% des investissements mondiaux. La Chine investit énormément dans l'EdTech, et en Chine, et l'Inde est en passe de devenir une grande nation EdTech. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu d'importantes levées de fonds en Chine et en Inde. Levées de fonds en Inde, c'était Bijoux en Inde qui devient vraiment une licorne. Et en Inde, en Chine, c'est vraiment l'éducation vers ce qu'on appelle le K-12, c'est l'enfant. C'est vraiment le parent qui achète pour l'avenir de son enfant, et qui achète des solutions EdTech. Donc c'est des live class, c'est des solutions de soutien scolaire, c'est des maths ou des langues par Internet. Il y a une société chinoise énorme qui s'appelle VIP Kids, qui permet à tout enfant chinois de se perfectionner dans les langues. Donc ça ne passe pas par le système central éducatif, ça passe beaucoup par les parents. Ensuite, aux États-Unis, c'est aussi les parents, et aussi beaucoup le système éducatif, et particulièrement le système universitaire. Les universités américaines se sont excessivement équipées d'outils numériques. Alors, il faut dire que les frais de scolarité aux États-Unis sont très importants, mais il y a eu une énorme digitalisation de toute l'université américaine. Voilà. Et sur l'Europe, typiquement, pré-Covid, avant le Covid, on était assez fort en France. On est très bon sur tout ce qui est formation professionnelle et formation continue. Le e-learning, voilà, le e-learning. Les MOOC. Il faut dire qu'il y a eu une volonté politique très forte. Le CPF est un formidable succès. Ouais. Le CPF, c'est ce pour la compte formation. De formation en ligne qui permet à tout un chacun de choisir la formation qu'il a envie de réaliser. Ce CPF a été fait par le ministère du Travail sous l'égide de la Banque des Territoires. Et vraiment, c'est un très, très grand succès qui démocratise totalement la formation, et qui permet, et nous, on est vraiment convaincus que la formation en ligne tout au long de sa vie est un enjeu crucial, parce que les gens auront besoin de développer leur employabilité. Je pense que le diplôme à vie que j'ai connu il y a quelques années est un peu fini. Il va falloir tout au long de sa vie apprendre, développer ses compétences, et le faire en ligne, parce que voilà, c'est très souple, c'est flexible, on peut le faire quand on veut. Donc la France est très forte sur la formation en ligne et la formation professionnelle.
professionnels. Et je pense que post-Covid, les secteurs ce qu'on appelle le B2C, donc le parent qui s'équipe, l'individu qui choisit lui-même sa formation et l'école vont être des secteurs d'avenir. Donc une prise en main de l'éducation par les familles elles-mêmes. Bon, cela dit, c'est pas très étonnant qu'on soit bon sur le e-learning et la formation professionnelle, parce que si ça n'a pas très bien marché au début au niveau de l'enfance, il faut pouvoir se rattraper après. Je suis mauvaise langue. Mais on parle aussi beaucoup du futur du travail post-Covid. Finalement, on a eu des nouvelles méthodes de travail. Est-ce que ça change aussi les nouvelles méthodes d'apprentissage à l'âge adulte ? Oui, alors EduCapital est un fonds spécialisé sur ce qu'on appelle le futur de l'éducation et le futur du monde du travail, ce fameux saignement du future of work, parce qu'on pense que voilà, il y a un bouleversement total des méthodes de travail des entreprises. D'ailleurs, le Covid aura été l'accélérateur de transition digitale de beaucoup de sociétés. Avec cette crise, beaucoup de sociétés se sont mis à utiliser des outils digitaux par la force des choses alors qu'elles ne l'avaient pas fait avant. Et donc, il y a un profond bouleversement des modes de travail. Je pense que le télétravail va s'installer durablement avec des systèmes beaucoup plus souples. Et donc, il faut beaucoup d'outils aux entreprises pour à la fois former. Parce que c'est pas juste le fait d'être à distance et d'avoir une connexion Internet. Oui, et c'est aussi de travailler différemment. Donc il va y avoir l'explosion, à mon avis, de beaucoup de nouvelles façons de travailler, des outils pour aider à avoir un apprentissage plus collaboratif, un travail plus collaboratif. Il y a un gros sujet aussi de plus en plus, je pense, sur l'engagement des collaborateurs. Notre dernier investissement, c'est une société qui s'appelle Supermood, qui mesure l'engagement des collaborateurs par la data RH. Et Comment alors, c'est-à-dire son temps de connexion? Non, au contraire, c'est comment l'utilisateur se sent par rapport à sa société. C'est le bien-être salarié, c'est c'est la compréhension de la stratégie. Donc c'est des sondages dans plein d'endroits de l'entreprise pour faire remonter de la data RH, parce que je pense dans ces situations de télétravail fortes, il peut y avoir à un moment donné une déconnexion entre le salarié et son entreprise, une perte de motivation. Et c'est à ce moment-là, c'est du mal-être, du mal-être personnel. Et donc, ça peut arriver à des situations de burn-out, comme on en a connu dans des entreprises. Et aussi, c'est souvent une mauvaise, peut-être, compréhension de la stratégie. Donc, l'entreprise doit faire des actions pour raccrocher ses salariés, parce que la motivation à distance étant très importante. Donc, beaucoup de nouveaux outils qui vont apparaître, sur aussi, je pense, des outils de travail collaboratif, etc. Donc, on est au début de ce saignement Mais là, sur ces outils justement de travail collaboratif, c'est des outils très B2B professionnels, et aujourd'hui ils sont tenus par les Américains principalement. Alors aujourd'hui ils sont tenus par les Américains. Une société par exemple comme 360 Learning qui fait un apprentissage collaboratif, un outil d'apprentissage collaboratif, n'a vraiment rien à envier aux acteurs américains, parce que c'est vraiment très innovant. C'est de l'engagement du collaborateur, c'est de l'apprentissage entre pairs, etc. Mais c'est vrai que il y a un risque. C'est pour ça que c'est très important qu'on développe nos propres technologies françaises et qu'on développe avec un enjeu de souveraineté numérique sur ces sujets, parce qu'autrement, c'est clair qu'on aura un envahissement de... Et comment on fait pour convaincre? Parce que là, vous avez dirigé des boîtes. Là, maintenant, vous êtes à l'origine des investissements. C'est-à-dire vous décidez finalement du mouvement des plaques tectoniques du monde numérique. Comment vous faites pour dire... On va imposer cette souveraineté, les Français, l'Europe a une place à prendre, alors qu'on a un marché qui est quand même très compliqué. Alors, quand il s'agit de commandes publiques, il faut une volonté politique forte. Il faut une volonté politique forte de dire, on ne laissera pas les GAFAM rentrer dans nos salles de classe. Ils rentrent par des outils, mais derrière, ils viendront avec des contenus. Est-ce qu'on a envie d'avoir l'histoire de France expliquée par Google ou Microsoft? Sûrement pas. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on a envie d'avoir les données des enfants stockées dans des serveurs à Seattle ou voire demain à Shanghai? À un moment donné, c'est une volonté politique forte de dire, on veut développer cette filière, on veut des acteurs souverains. Et ensuite, après, c'est de l'investissement. Il faut de l'investissement public et privé. Et donc, il faut qu'il y ait du capital aussi grossisse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lance un fonds 2, nous, en se disant, il faut pouvoir avoir plus de moyens pour mieux accompagner ces belles sociétés sur le futur de l'éducation et le futur du monde du travail. Alors, on va attaquer une partie de notre entretien avec une interview express, où là, je vous pose une question très courte. C'est ouvert, c'est un peu plus personnel. Vous répondez ce que vous voulez, mais rapidement. Vos rêves, Marie-Christine? Mes rêves, c'est vraiment qu'à un moment donné, tous les élèves, tous les enfants français puissent vraiment se développer, trouver leur voie. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'arriver à trouver sa voie, et que la technologie puisse apporter quelque chose. C'est Vos vraiment... peurs?
Mes peurs, c'est vraiment dans mon secteur, c'est vraiment un monopole et une entrée très forte d'outils de GAFAM ou d'outils, voire demain chinois, dans la technologie dans la technologie et dans l'apprentissage de nos enfants. Et je pense que quand même aujourd'hui, quand on sait que 2 tiers de la génération Z considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage, ça fait un peu peur. Vos interrogations? Mes interrogations, c'est est-ce que la volonté politique sera assez forte? Votre idée fixe? C'est de convaincre les politiques qu'il faut investir dans ce secteur. Le futur, vous l'imaginez? Le futur, je l'imagine très, très beau parce que écoutez, aujourd'hui, 2 tiers des enfants feront peut-être des métiers qui n'ont pas encore été inventés aujourd'hui. Et la prochaine révolution dans l'éducation et les EdTech, ce sera quoi selon vous? Elle a déjà commencé, mais c'est l'intelligence artificielle. C'est l'utilisation des data pour un apprentissage personnalisé. Je pense que voilà, c'est le cœur de l'EdTech, c'est de pouvoir donner à chacun un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend. Et c'est vraiment ce qui permettra de réduire le décrochage scolaire, ce qui est quand même une plaie. Aujourd'hui, le plus grand fléau de notre système éducatif, c'est ce décrochage scolaire. C'est ces 80 000 enfants qui, chaque année, sortent du système. Et vous, dans 5 ans, vous savez déjà ce que vous ferez? Écoutez, moi j'espère avoir fait grossir EduCapital, avoir une belle plateforme d'investissement qui permet de faire éclore des beaux champions, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant. On a reçu d'ailleurs Emmanuel Freund de PowerZ, qui est un projet que vous soutenez. Voilà, c'est un projet que l'on soutient, c'est un projet très innovant. Et voilà, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des jeunes qui ont créé leur entreprise, qui est devenue grande et qui ont créé une belle success story à la française. Merci beaucoup Marie-Christine Levet, fondatrice d'EduCapital. On enchaîne avec notre rendez-vous dans l'espace. On va parler du tourisme spatial.